pendant 35 ans, elle n'avait pas pu entrer dans la grange. Son mari le lui avait interdit. Mais après ses funérailles, elle rompit sa promesse. Ce qu'elle vit à l'intérieur la fit tomber à genoux. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. La vieille maison se tenait là, comme une mémoire tenace, à l'orée de la prairie, où les vents du Nebraska balayaient les champs, les laissant à nu, et le ciel s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Une modeste demeure de plain-pied à la peinture blanche écaillée, un porche grinçant et une boîte aux lettres tordues qui avait depuis longtemps perdu sa bataille contre la gravité. Mais pour Lynette Brox, c'était un nouveau départ, une vie plus calme, une chance de construire quelque chose de réel avec un homme qui lui promettait plus que des mots. Elle était venue d'Atlanta des années auparavant, troquant le trafic des heures de pointe, les feuilles de calcul et les petits appartements contre la terre et le silence. La transition avait été déroutante au début. L'immensité du paysage la faisait se sentir minuscule, et le silence pesait sur elle comme une présence physique. Mais avec le temps, elle en vint à considérer la maison comme un lieu où des racines pouvaient pousser, même si rien d'autre n'y avait pris. Et au cœur de cette quiétude se tenait Jonathan. Jonathan Brox était un homme de peu de mots. Grand, aux épaules carrées, avec des mains qui semblaient maculées en permanence de graisse et d'huile. Il passait ses journées à réparer des moteurs à la station Sinclair, à 15 miles de là. Il n'était pas affectueux comme Lynette l'avait jadis imaginé que l'amour pouvait être. Il n'y avait pas eu de longs discours, pas de gestes dramatiques, mais il était constant, solide, le genre d'homme qui pensait à vérifier les pneus avant un voyage en voiture, qui ne haussait jamais le ton, qui vous regardait droit dans les yeux quand il disait qu'il serait à la maison avant 19 h, et il l'était. Leur relation s'était développée lentement, avec le genre de patience dont aucun des deux n'avait su qu'il était capable. Il n'y avait pas eu de romance fulgurante ou de surprise aux chandelles, seulement des routines. Café du matin sur le porche, regard partagé à table, sa main sur son épaule quand son dos lui faisait mal. Une vie bâtie sur de petites choses. Mais une partie de cette vie restait fermement hors de portée. Derrière la maison, au-delà des parterres de jardin envahis et du tonneau d'eau rouillé, se tenait une vieille grange. Elle n'était pas grande, juste une structure patinée par les intempéries avec des planches de bois tordues et un toit qui s'affaissait d'un côté. Le cadenas sur la porte d'entrée était plus récent que la grange elle-même, une chose en laiton brillante qui attrapait toujours le soleil. Lynette n'avait jamais vu la clé. Elle se souvint de la première fois qu'elle posa la question. Il venait d'emménager. Elle s'habituait encore au craquement des planchers et à la façon dont le vent gémissait à travers les vitres la nuit. Elle avait pointé la grange du doigt avec un sourire curieux, imaginant déjà comment il pourrait la réparer. Peut-être la transformer en atelier ou en chambre d'amis. Mais la réponse de Jonathan l'avait arrêtée. « Je préférerais que tu n'y ailles pas », avait-il dit sans la regarder. « Ce n'est pas sûr. Il y a beaucoup de vieux équipements, des clous, des outils cassés. » Elle avait ri, pensant qu'il la taquinait, mais quand elle le regarda de nouveau, elle vit qu'il n'en était rien. Son visage était neutre, mais son ton ne laissait aucune place à la discussion. C'est la première fois qu'elle entendit la porte se refermer entre eux. Pas une vraie porte, pas une que l'on pouvait voir ou toucher, mais une qui existait néanmoins. Au début, elle n'y pensa pas beaucoup. Les hommes aimaient leur espace, se dit-elle. Et s'il avait besoin d'un endroit pour bricoler ou être seul, elle pouvait comprendre. Tout le monde avait des secrets, de petits recoins d'eux-mêmes qu'ils ne partageaient pas. Mais au fil des ans, la grange devint plus qu'un simple espace interdit. Elle devint une question qui vivait au fond de son esprit, toujours sans réponse. Elle remarqua des choses, de petites choses. La façon dont il disparaissait parfois tard dans la nuit, se glissant par la porte arrière avec une lampe de poche et revenant 15, 20 minutes plus tard. Il n'expliquait jamais, et elle ne demandait jamais. Pas au début. Puis il y eut les colis, des cartons aux formes étranges livrés une ou deux fois par an, toujours adressés à lui, toujours calés sous son bras et emportés directement à la grange. Elle n'en vit jamais le contenu. Quand elle en parlait, il haussait les épaules. Juste des outils, disait-il, ou des trucs pour le travail, et c'était la fin de la conversation. Un après-midi, environ 6 ans après leur mariage, elle fit le tour de la grange et essaya de regarder par la fenêtre. La vitre était trouble avec l'âge et la poussière, mais elle y colla son visage quand même, protégeant ses yeux d'une main. Elle pouvait distinguer des formes vagues, des étagères peut-être, ou un établi, mais rien de définitif. L'obscurité à l'intérieur était absolue, comme si l'endroit ne voulait pas être vu. Après cela, elle cessa d'essayer. Elle se dit qu'elle était ridicule, qu'elle lui faisait confiance,
et elle le faisait la plupart du temps, mais la grange restait avec elle, comme un mot au bout de sa langue, qu'elle ne parvenait jamais tout à fait à se rappeler. Ils gardaient leur routine. Elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque de la ville. Il gardait son emploi à la station. Le dimanche, ils allaient à l'église, puis s'arrêtaient pour une tarte au restaurant. Personne, de l'extérieur, n'aurait deviné qu'une porte verrouillée pouvait créer un tel silence entre deux personnes qui s'aimaient. Pourtant, la porte resta verrouillée. Et avec le temps, sa curiosité se transforma en autre chose. Pas de la suspicion. Elle ne pensait pas qu'il cachait quelque chose d'horrible. Pas une autre femme, pas une dépendance secrète. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus ancien même que leur mariage, quelque chose qui lui appartenait avant qu'elle n'arrive. Parfois, elle imaginait ce que cela pouvait être. Un sanctuaire dédié à un amour perdu, une collection de lettres qu'il ne pouvait se résoudre à jeter. Peut-être quelque chose de plus sombre. Une culpabilité qu'il portait d'avant leur rencontre. Mais peu importe la folie des théories, elle se terminait toujours de la même manière, avec elle debout devant la porte, la main sur le loquet, incapable d'aller plus loin. Un soir, ils étaient assis sur le porche à regarder le ciel virer au violet derrière les champs de maïs. L'air sentait la terre et l'herbe sèche. Elle se tourna vers lui et demanda, pas pour la première fois. « Pourquoi ne me laisses-tu pas le voir ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il sirota sa bière, la bouteille en version sous la chaleur, et regarda au loin. « Ce n'est juste pas quelque chose que je suis prêt à partager, dit-il finalement. Peut-être jamais. Elle voulait en demander plus, voulait insister, mais il y avait une finalité dans sa voix qui la fit taire. Il n'était pas en colère. Il ne se cachait pas comme les menteurs. Il protégeait quelque chose. Elle ne savait juste pas quoi. Au fil des ans, ils essayèrent, sans succès, d'avoir des enfants. Test de fertilité, spécialiste à Omaha, calendrier rempli d'espoir et attentes brisées. Le chagrin venait par vagues, principalement inexprimé. Ils cessèrent d'en parler complètement. Au lieu de cela, ils laissèrent le silence grandir comme du lierre grimpant le long de la maison, se faufilant dans les recoins, trouvant des fissures. Et la grange se tenait toujours là, toujours dans son champ de vision. Une présence qui occupait une place plus grande que sa taille réelle. Elle commença à éviter de la regarder complètement. Cela ressemblait à une trahison. Un matin, elle se retrouva à nouveau devant. Elle n'avait pas eu l'intention d'y marcher. Ses pieds l'avaient amené là comme s'il connaissait le chemin. Elle toucha le cadenas doucement, comme s'il pouvait répondre à la gentillesse. Ce ne fut pas le cas. Il était froid et dur dans sa main. L'odeur de vieux bois et de temps l'entourait. Elle ferma les yeux et se laissa un instant se demander quel secret pouvait être si précieux, si douloureux que même l'amour ne pouvait ouvrir la porte. Ce soir-là, alors qu'il s'asseyait pour dîner, elle remarqua quelque chose de différent sur le visage de Jonathan. Il semblait fatigué d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas la fatigue du travail ou des intempéries, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui venait de l'intérieur. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, mais ne parla pas. Elle laissa tomber. Elle le faisait toujours, mais quelque chose changeait. Le silence devenait plus lourd. La grange n'était plus seulement un mystère. Elle était devenue une muraille, et elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait vivre avec cela. L'été après les 36 ans de Lynette fut plus chaud que tous ceux dont elle se souvenait. Les champs autour de leur maison roussissaient plus tôt que d'habitude. L'herbe devenait cassante sous les pieds, et les nuits n'apportaient aucun soulagement. La chaleur pesait lourd dans l'air, s'accrochant à la maison comme une seconde peau. C'est pendant cette saison, avec les ventilateurs de plafond tournant inutilement et les douches froides n'offrant qu'un confort temporaire, qu'elle réalisa que quelque chose avait changé entre eux, non pas de manière dramatique, ni du jour au lendemain, mais avec la lente érosion d'un littoral usé par les vagues. La grange restait verrouillée, toujours présente en arrière-plan, comme une photographie figée accrochée à sa périphérie. Mais maintenant, c'était plus qu'une curiosité. Elle était devenue un symbole non seulement de son secret, mais de quelque chose qui manquait entre eux, quelque chose d'inexprimé. Et la vérité plus profonde, celle qu'elle n'avait pas encore prononcée à voix haute, même à elle-même, était que la grange n'était pas la seule porte fermée dans leur vie. Ils essayaient de concevoir depuis près de 7 ans. Cela avait commencé sans fanfare, sans tableau ni thermomètre, juste un haussement d'épaules plein d'espoir et l'idée que ce qui devait arriver arriverait. Mais ça n'arriva pas. D'abord vint l'attente, puis l'interrogation.
Une année passa, et elle en parla négligemment, à moitié en plaisantant. Une autre année, et ils prenaient rendez-vous, s'asseyant dans des cliniques aux salles d'attente peintes de couleurs pastel, entourés de couples qui semblaient tout aussi incertains, tout aussi fragiles. Lynette se souvenait des mots du spécialiste d'Omaha. Infertilité inexpliquée, avait-il dit, comme si c'était une sorte de réponse. Rien n'était techniquement anormal chez aucun d'eux. Pourtant, mois après mois se terminait de la même manière, par l'absence. Pas de signe positif, pas de deuxième ligne, pas de célébration tard dans la nuit ni de nouvelles chuchotées, juste le silence. Elle le supporta d'abord en silence, se convainquant que leur temps viendrait. Mais au fil des années, elle commença à se sentir défectueuse, comme si son corps trahissait une ancienne promesse qu'il était censé remplir. Elle gardait une petite boîte de vêtements de bébé dans le placard, des choses qu'elle avait achetées au début, quand l'espoir semblait encore solide, une paire de chaussettes douces, un body avec des ours de dessin animé, une tétine et son emballage d'origine. Tous les quelques mois, elle les sortait, passait ses doigts sur le tissu, puis les remettait comme si rien ne s'était passé. Jonathan en parlait rarement. Il ne la blâmait jamais, n'exprimait jamais de déception, mais son silence était un poids. Chaque fois qu'elle mentionnait un autre test, une autre procédure, une autre possibilité, il acquiesçait sans engagement, comme quelqu'un qui répond à une histoire qu'il a déjà entendue trop de fois. Il allait au rendez-vous. Il remplissait les formulaires, mais émotionnellement il restait juste hors de portée, comme la grange elle-même. Elle aspirait à plus qu'un simple accord. Elle voulait l'entendre dire que cela comptait pour lui, qu'il le ressentait aussi. Mais il ne lui offrait que sa présence silencieuse. Et si cela l'avait autrefois réconforté, cela commençait maintenant à ressembler à une absence déguisée en soutien. Elle essayait de se tenir occupée. Le travail à la bibliothèque lui donnait une structure, mais il y avait de longs après-midi lents où elle rangeait machinalement des livres sur les étagères, son esprit vagabondant vers des vies parallèles, des versions d'elle-même avec une poussette, avec un sac allongé sur l'épaule, avec des rires résonnants dans la maison. Les rêves s'accrochaient à elle comme des toiles d'araignée qu'elle ne pouvait secouer. Jonathan, de son côté, devint plus renfermé, bien que sans méchanceté. Il lui apportait toujours son café le matin, réparait toujours les choses sans qu'on le lui demande, mais il cessa de s'attarder à table après le dîner. Il disparaissait dans le jardin, dans la grange, et y restait bien après la tombée de la nuit. Quand elle lui demandait ce qu'il faisait, il donnait les mêmes réponses que toujours, juste du nettoyage, juste de l'organisation. Pas d'émotion, pas d'élaboration. Une fois, dans un moment d'honnêteté brute, elle pressa sa paume contre la porte de la grange, sentant sa chaleur sous le soleil de l'après-midi. Elle imagina ce qu'il y avait derrière, non pas avec la merveille fantaisiste des années précédentes, mais avec une sorte d'appréhension. Peut-être avait-il construit quelque chose là-bas. Peut-être avait-il créé un espace où l'enfant qu'il n'avait jamais eu pouvait exister, ne serait-ce que dans son imagination. Elle repoussa cette pensée. C'était trop douloureux, trop intime, comme empiéter sur le deuil. Ils ne parlaient plus d'enfants. Le silence entre eux avait changé. Ce n'était plus le silence paisible qu'ils partageaient autrefois sur le porche ou lors de longs trajets. Il était rempli de choses inexprimées, de choses évitées. Il avait désormais des arêtes. Lynette commença à remarquer que Jonathan la touchait moins, non pas en signe de rejet, mais avec une sorte de révérence qui frôlait la distance. Il l'embrassait sur le front comme on referme un livre qu'on n'a plus le cœur de lire. Il y eut des moments où elle voulut crier, hurler au ciel, briser quelque chose juste pour le voir se rompre. Mais ces moments passèrent, et elle revint au rythme de leur journée. La maison avait toujours besoin d'être nettoyée. Les courses devaient toujours être faites. L'herbe poussait toujours. La vie, malgré tout, continuait. Pour leur 12e anniversaire, Jonathan rapporta un gâteau du restaurant. Il ne cuisinait pas, jamais, mais elle apprécia le geste. Ils le mangèrent dans la cuisine, les fourchettes raclant l'assiette en carton, et pendant quelques minutes, cela ressembla presque à avant. Elle le regarda et essaya de lire son visage. Il avait l'air fatigué, non pas physiquement, mais d'une manière plus profonde, comme quelqu'un qui portait quelque chose de lourd qui était devenu une partie de sa posture. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer la brise, elle se tourna vers lui et demanda doucement, « Te demandes-tu parfois ce que cela aurait été ?» Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il fixa le plafond pendant un long moment avant de répondre. Chaque jour, dit-il, et c'était tout. Le lendemain matin, elle le regarda depuis la fenêtre de la cuisine tandis qu'il traversait la cour, tasse de café à la main, c'est pas plus lent qu'avant.
Il s'arrêta près de la grange, fouilla dans sa poche et déverrouilla la porte. Il disparut à l'intérieur, et la porte se referma derrière lui avec son grognement familier. Elle resta là, immobile, la tasse se refroidissant dans ses mains, pensant à toutes les choses qu'ils avaient construites ensemble, et à toutes celles qu'ils n'avaient pas construites. Ce soir-là, elle essaya de lui parler. Pas de la grange, pas directement, mais de la distance entre eux, de ce que cela faisait de vivre dans une maison avec le fantôme d'un enfant qu'il n'avait jamais eu. Elle choisit ses mots avec soin, essaya de ne pas paraître accusatrice, essayant de ne pas laisser la douleur prendre le dessus. Il écouta. Il le faisait toujours. Mais ses réponses furent courtes, mesurées. « Je suis désolé, dit-il. J'aimerais avoir plus à donner. » Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Ce n'était ni de la colère ni même du renvoi. C'était de la résignation, un abandon silencieux à la vie qu'ils avaient fini par avoir. Après qu'il fut allé se coucher, elle erra dans le jardin. Les étoiles brillaient, éclatantes contre le ciel noir, et la grange se tenait sombre et immobile sous leur éclat. Elle s'en approcha, posa sa main sur la porte à nouveau. Elle était fraîche maintenant, la chaleur du jour avait disparu. Elle appuya son front contre le bois et ferma les yeux. Elle murmura à personne en particulier, « Que caches-tu là-dedans, Jonathan ?» Elle savait qu'il ne cachait rien de malveillant. Ce n'était pas un homme avec des cadavres dans le placard. Mais c'était un homme de chagrin. Et peut-être était-ce pire. Peut-être que tout ce qui vivait derrière cette porte était un reflet de quelque chose qu'il ne pouvait supporter de partager. Non pas parce qu'il ne lui faisait pas confiance, mais parce que cela ferait trop mal. Elle se retourna et rentra à l'intérieur. Elle ne demanderait plus. Pas encore. Mais la question s'était enracinée plus profondément que jamais, et bien qu'elle ne le réalisât pas encore, la réponse viendrait finalement. Trop tard pour la poser, mais pas trop tard pour comprendre. Le premier signe était si petit, si ordinaire que Lynette faillit le manquer. Jonathan avait toujours été un homme fort, non seulement par sa carrure, mais par sa façon de bouger, délibérée, ancrée. Il montait aux échelles sans hésitation, soulevait les boîtes à outils avec aisance et travaillait du lever au coucher du soleil sans pratiquement se plaindre. Alors, quand elle le remarqua se frottant le bas du dos après s'être levé de table, elle le rejeta comme n'étant rien de plus qu'un muscle froissé ou une longue journée au garage. Mais cela arriva encore et encore. Bientôt, ce n'était plus seulement son dos. Il y eut d'autres signes. Une perte d'appétit, une fatigue qui persistait même après une nuit complète de sommeil. La couleur de son visage commença à s'estomper. Ses pas perdirent leur rythme confiant. Et parfois, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, il grimaçait de douleur soudaine qui le saisissait en plein mouvement. Lynette lui demanda de voir un médecin, doucement d'abord, puis plus fermement. Jonathan résista. Il dit que c'était juste l'âge, que tout le monde ralentissait un jour ou l'autre, qu'elle s'inquiétait trop. Mais ses chemises commencèrent à pendre plus lâchement sur son corps, et des cernes sombres se formèrent sous ses yeux. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Un après-midi, elle prit le rendez-vous elle-même. Quand elle le lui dit, il ne discuta pas. Cela la terrifia plus que tout. Ils roulèrent jusqu'à Lincoln 2 jours plus tard. La salle d'attente de la clinique était stérile et froide malgré les joyeuses œuvres d'art au mur. Lynette remplit les formulaires tandis que Jonathan était assis silencieusement à côté d'elle, ses mains jointes sur ses genoux. Quand l'infirmière appela son nom, il lui fit un petit signe de tête et la suivit dans le couloir sans se retourner. Elle attendit seule. 1 heure passa, puis une autre. Finalement, le médecin sortit, son expression illisible. Ils s'assirent dans une petite pièce au mur beige et une horloge qui semblait trop forte. Les mots vinrent lentement, avec prudence. Cancer du pancréas, stade avancé, inopérable. Le temps sembla se replier sur lui-même. Lynette entendit les mots, mais ils ne se concrétisèrent pas tout de suite. C'était comme être debout sur un rivage, regardant une vague monter, impossible et haute, sachant qu'elle allait s'écraser, mais incapable de bouger. Jonathan ne parla pas. Il hocha seulement la tête, son visage impassible comme s'il l'avait déjà su. Le trajet de retour fut silencieux. Aucun d'eux ne parla. Les champs défilaient en flou d'or et de vert, le ciel vaste et impitoyable au-dessus d'eux. Quand ils atteignirent la maison, Jonathan sortit de la voiture et entra sans l'attendre. Elle le suivit, ses doigts tremblants sur la poignée de porte. Dans les jours qui suivirent, il refusa tout traitement supplémentaire. Pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie.
Il lui dit qu'il ne voulait pas passer le temps qui lui restait allongé dans un lit d'hôpital, des tubes dans les bras. Il voulait être à la maison, dans son propre lit, avec sa propre tasse de café sur la table et les sons familiers du porche grinçant sous ses pieds. Lynette ne discuta pas. Elle ne pouvait pas. Si cela avait été elle, elle aurait peut-être fait le même choix. Alors, elle devint son aidante. Elle organisa ses médicaments, ajusta son régime alimentaire et l'aida à se déplacer dans la maison lorsqu'il devint trop faible pour se débrouiller seul. Elle apprit à prendre ses signes vitaux, à gérer sa douleur. La nuit, elle s'asseyait à ses côtés, parfois lisant à voix haute, d'autres fois simplement lui tenant la main tandis qu'il s'endormait d'un sommeil agité. Le déclin fut à la fois rapide et agonisant de lenteur. Certains jours, il était lucide et bavard, allant même jusqu'à lancer des blagues sèches qui lui rappelaient l'homme qu'il était. D'autres jours, il ouvrait à peine les yeux. Son corps se flétrissait sous ses yeux, et peu importe à quel point elle s'accrochait, elle ne pouvait arrêter le dénouement. Ce fut l'un des meilleurs jours, si une telle chose pouvait exister, qu'il parla à nouveau de Lagrange. Elle l'avait aidé à s'asseoir sur sa chaise sur le porche quand il posa légèrement sa main sur son poignet. Sa prise était faible mais déterminée. Si quelque chose arrive, dit-il, sa voix ténue comme le vent, n'y va pas. Lynette le regarda, surprise. Elle n'avait pas pensé à Lagrange depuis des semaines. Son esprit avait été consumé par les horaires des pilules, les appels des médecins, la douleur du chagrin anticipé. Lagrange était devenu un bruit de fond. « Je suis sérieux », ajouta-t-il, son regard rencontrant le sien. « Promets-moi, même après mon départ. » Elle voulait demander pourquoi, exiger enfin la vérité. Mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Ce n'était pas de la peur. C'était du chagrin, un chagrin profond et ancien qu'elle ne comprenait pas. Elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle doucement. Je promets. » Les mots avaient un goût amer dans sa bouche, mais elle les prononça quand même. Ce soir-là, alors qu'elle l'aidait à se coucher, il murmura autre chose, presque trop faible pour être entendu. « Je l'ai gardé pour nous, dit-il. Tu ne comprendras peut-être pas, mais j'ai dû. » Il s'endormit avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire. Les semaines suivantes furent un flou de déclin. Jonathan dormait plus qu'il n'était éveillé. Sa voix devint plus faible, sa peau plus froide. Lynette resta à ses côtés tout du long, lui tenant la main comme si c'était la dernière chose qui la rattachait à la terre. Puis un matin, il était parti. Il s'éteignit dans son sommeil, sa main toujours lâchement enroulée dans la sienne. Il n'y eut pas de drame, pas un dernier souffle, seulement le silence. Un silence final, irréversible. La maison semblait insupportablement silencieuse dans les jours qui suivirent. Elle s'occupa des arrangements funéraires avec l'efficacité détachée de quelqu'un qui se meut sous l'eau. Le service fut modeste. Quelques voisins vinrent, un collègue du garage, un cousin éloigné dont elle se souvenait à peine. Elle se tenait seule près de la tombe, le vent tirant sur son manteau tandis que le pasteur prononçait quelques mots solennels. Elle ne pleura pas. Pas alors. Son chagrin n'avait pas encore trouvé où se poser. Il planait juste hors de sa portée, comme une tempête, attendant son heure. Quand elle rentra à la maison, la première chose qu'elle vit depuis la fenêtre de la cuisine fut Lagrange, toujours debout, toujours verrouillé, toujours en attente. Au début, elle essaya de l'éviter. Elle se concentra sur le tri de ses affaires, mettant des vêtements en carton, fouillant dans les tiroirs. Mais partout où elle se tournait, il y avait des rappels. Sa trousse de rasage sur l'étagère de la salle de bain, les bottes près de la porte arrière. Son odeur et les chemises de flanelle qu'elle ne pouvait encore se résoudre à laver. Chaque jour, Lagrange semblait attirer son regard avec plus d'insistance. Ce n'était plus seulement une question. C'était la seule question. Qu'avait-il gardé d'elle? Quelle vérité avait-il emporté dans sa tombe? Elle se réveillait au milieu de la nuit et se retrouvait à la fenêtre, les yeux fixés sur la silhouette sombre de la structure. Une fois, elle sortit pieds nus sur l'herbe couverte de rosée et se tint devant, tremblante. Elle toucha le cadenas, à moitié s'attendant à ce qu'il s'ouvre, mais elle n'entra pas. Pas encore. Elle avait fait une promesse, et même dans la mort, elle tenait, mais le poids de cette promesse devenait insupportable. Un matin, elle se retrouva assise sur le porche, fixant Lagrange tandis que le soleil se levait derrière elle, projetant de longues ombres sur la cour. Elle serra sa tasse de café fort, comme si cela pouvait l'empêcher de s'effondrer. Elle pensa à la façon dont Jonathan l'avait regardée dans ces derniers jours, non pas avec culpabilité,
mais avec une sorte de tendresse désespérée, comme s'il voulait la protéger de quelque chose qu'elle n'était pas assez forte pour supporter. Mais elle était forte. Elle était restée à ses côtés à travers le pire. Elle avait regardé l'homme qu'elle aimait s'évanouir en poussière et avait quand même réussi à se réveiller le lendemain. Et maintenant, il ne restait plus qu'une porte verrouillée. La promesse qu'elle avait faite commençait à ressembler moins à du respect qu'à une chaîne. Elle murmura son nom dans la lumière du matin. Puis elle se leva et marcha vers la grange. L'herbe était encore mouillée de la rosée du matin lorsque Lynette quitta le porche et traversa la cour. Elle portait une vieille chemise de flanelle de Jonathan par-dessus sa chemise de nuit, les manches retroussées maladroitement au-dessus des poignets. Le soleil avait à peine franchi l'horizon, et le ciel brillait d'un gris doux et indifférent. Chaque pas qu'elle faisait apportait une fraîcheur humide et basse jusqu'à ses chevilles, mais elle le remarqua à peine. Ses yeux étaient fixés sur la grange. Elle se tenait là comme toujours, patinée par les intempéries, affaissée au coin, comme si elle s'inclinait devant les années passées. Le cadenas sur la porte pendait toujours là où il avait toujours été, terni maintenant par le temps, parsemé de rouille. La vue de celui-ci envoya une petite onde silencieuse à travers sa poitrine. Elle lui avait promis de ne pas entrer. Mais que signifiait une promesse quand la personne à qui elle était faite n'était plus là pour la tenir? Le vent murmurait à travers le champ de maïs derrière la maison, portant avec lui l'odeur de la terre et un vague souvenir. Elle s'arrêta à la porte, ses doigts effleurant le métal froid du cadenas. Un instant, elle imagina de nouveau sa voix, douce mais ferme. N'y va pas. Même maintenant, son absence ressemblait moins à un vide qu'à une ombre qui persistait dans chaque recoin de la propriété. Et debout ici, sa main sur la chose qu'il lui avait cachée toutes ces années, elle sentait qu'il la regardait encore. Lynette fouilla dans sa poche et sortit la clé. Elle l'avait trouvée glissée dans une enveloppe, non marquée, dans le tiroir de sa table de nuit 3 nuits après les funérailles. Elle ne l'avait pas touchée jusqu'à présent. En la tenant, elle eut l'impression de tenir un fil sous tension, comme si le simple fait de la posséder allait rompre quelque chose de sacré. Mais ce matin était différent. Le silence dans la maison avait commencé à devenir suffocant. L'écho de ses propres pas, l'absence de son souffle dans la chambre, la tasse de café intouchée près de l'évier. Tout cela avait commencé à peser sur sa poitrine. Elle avait besoin d'air et de réponse. La clé glissa facilement dans la serrure, presque trop facilement, comme si elle l'avait attendu. Avec un léger clic sourd, le loquet céda. Elle hésita, le souffle court, puis poussa la porte. L'odeur la frappa d'abord, non pas de pourriture ou de moisie, mais de poussière et de bois et de quelque chose d'inattendu et de doux, comme du miel et du vieux papier. La lumière filtrait à travers les lattes tordues des murs, projetant des rayures sur le sol. Un instant, elle se tint sur le seuil, clignant des yeux face à l'intérieur sombre, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un atelier. Il n'y avait pas de baril d'huile, pas d'outils rouillés ni de pièces de voiture comme elle l'avait imaginé. Au lieu de cela, l'espace s'ouvrait doucement sur autre chose, quelque chose de déchirant et d'inattendu. Sur le mur du fond, des dessins d'enfants étaient soigneusement épinglés en rangées, des croquis lumineux et irréguliers au crayon de couleur et au marqueur, des bonshommes allumettes se tenant la main, un soleil de travers dans le coin d'une page, un chien avec des taches et un collier bleu. Au-dessus d'eux, en grandes lettres, se trouvaient des mots qui lui firent fléchir les genoux, pour maman et papa. Je vous aime, notre famille. Sous les dessins, une petite bibliothèque remplie de livres d'images usées et de jouets en peluche. Un ours en peluche abîmé était appuyé sur le côté, son oreille presque arrachée. Un train en bois serpentait sur le sol à proximité, comme si quelqu'un venait de quitter la pièce et pouvait revenir à tout moment pour reprendre le jeu. Dans le coin se trouvait un berceau, en bois véritable, poncé et peint en blanc, bien que la peinture ait commencé à s'écailler. Une petite couverture tricotée était à l'intérieur, et sur l'oreiller, un éléphant en peluche, ses oreilles tombantes, mais ses yeux de bouton toujours vifs et doux. La vue de celui-ci lui fit presser une main contre sa poitrine. Ce n'était pas juste un espace de rangement. C'était une chambre d'enfant. Elle avança lentement, comme si elle craignait de briser l'enchantement. Chaque pas remuait la poussière, l'envoyant tourbillonner en minces vrilles. L'air était chaud, apaisé, familier. Ses doigts effleurèrent le bord d'un mobile suspendu au-dessus du berceau. Des étoiles en bois, sculptées et peintes à la main, suspendues par des bouts de ficelle. Elle tournait doucement dans le courant d'air, comme mue par un souffle. Cela n'avait pas de sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Il n'avait jamais eu d'enfant.
Ils avaient essayé année après année jusqu'à ce que l'espoir devienne une vieille blessure qu'ils avaient cessé de toucher. Et pourtant, ici, dans cette pièce secrète qu'il avait construite derrière une porte verrouillée, Jonathan avait créé un monde où leur enfant avait existé. Sur la petite table à côté du berceau, se trouvait un cahier, un simple cahier d'écolier à spirale, du genre qu'elle se souvenait de sa propre enfance. Sa couverture bleue était décolorée, les coins recourbés. Elle le ramassa d'une main tremblante et l'ouvrit à la première page. En haut, de sa propre écriture soignée et en lettres majuscules, se trouvaient les mots « Journal d'un père ». Pour toi, mon enfant, si jamais tu trouves ceci. Lynette s'effondra au sol. Elle tourna les pages lentement, chaque ligne révélant un morceau d'un monde qu'elle n'avait jamais su qu'il portait. Les premières entrées étaient prudentes, incertaines. Aujourd'hui, j'ai construit le berceau. Je ne sais pas si c'est insensé, si je me prépare à la peine de cœur, mais j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. J'avais besoin de croire que cela pouvait arriver. Que tu pouvais arriver. Ta mère ne le sait pas. Je ne pense pas qu'elle comprendrait. Je ne pense pas même comprendre. Mais chaque clou que j'ai enfoncé dans ce bois me donnait l'impression de construire plus que des meubles. Je construisais de l'espoir. Elle continua à lire, et les entrées devinrent plus détaillées. Il écrivait sur des étapes imaginées, premier mot, premier pas, genoux écorchés, histoire du soir. Il avait donné un nom à l'enfant, bien que ce ne fût jamais le même. Parfois c'était Ben, parfois Grèce, parfois juste toi. Il écrivait sur la joie qu'il ressentait rien qu'à l'idée d'être père, et la douleur qui venait chaque fois que la réalité lui rappelait que cela pourrait ne jamais arriver. J'ai acheté l'éléphant aujourd'hui. Il a des yeux gentils. Il gardera tes rêves, mon petit. J'ai regardé ta mère planter des tournesols aujourd'hui. Elle avait l'air fatiguée. Je voulais lui dire que je crois toujours, mais les mots se sont noués dans ma gorge. Alors, je suis venu ici et je les ai écrits à la place. Certains jours, je jure que j'entends ton rire. Je sais que c'est fou, mais ça me permet de continuer. Lynette ferma le cahier, ses mains tremblantes. Elle regarda de nouveau la pièce et la vit avec de nouveaux yeux. Chaque objet, chaque jouet et dessin soigneusement placé était un témoignage de son chagrin silencieux et inexprimé, et de son amour, profond, patient, inébranlable. Il ne l'avait pas tenue à l'écart de la grange pour la punir, ou pour cacher quelque chose de sombre. Il l'avait fait pour protéger le rêve qu'il avait construit quand la vie ne leur avait laissé aucune autre option. Un rêve trop fragile pour survivre en dehors de ces quatre murs. Un sanglot lui échappa, aigu et soudain. Elle pressa son front contre le bord du berceau, ses larmes imbibant le vieux bois. Le chagrin qu'elle avait enterré pendant des années jaillit d'un seul coup. Chagrin pour l'enfant qu'il n'avait jamais eu, pour l'homme qui avait porté le poids de cette perte seule, et pour la femme qu'elle avait été, aveugle à la profondeur de son chagrin. Elle resta assise là pendant des heures. Le soleil monta plus haut, réchauffant le toit de la grange, et la poussière commença à briller dans la lumière. Elle ne bougea pas. Elle n'en avait pas besoin. Pour la première fois depuis sa mort, elle eut l'impression d'être de nouveau en sa présence. Finalement, elle se leva et s'essuya le visage. Elle fit lentement le tour de la pièce, touchant tout. Chaque jouet, chaque livre, chaque pièce de la vie qu'il avait imaginée pour eux. Cet endroit, autrefois interdit, était devenu sacré. Elle laissa la porte de la grange ouverte en sortant. Le vent se leva légèrement, faisant bruisser les pages du cahier qu'elle avait laissé sur la table. Et bien que l'espace fût vide, il ne semblait plus abandonné. Il semblait vivant. Pendant les jours qui suivirent la découverte de la grange, Lynette dériva dans la maison comme une somnambule. Le monde extérieur continuait de bouger. Les voisins tondaient leur pelouse. Des camions roulaient sur les routes de campagne. Les étagères de l'épicerie de la ville changeaient subtilement avec le changement de saison. Mais à l'intérieur de son monde, le temps s'était effondré. Elle avait trouvé l'épicentre du silence de Jonathan, l'endroit où tous les mots qu'il n'avait jamais prononcés s'étaient rassemblés comme la pluie dans un puits caché. Et maintenant, il résonnait dans son esprit avec une clarté douloureuse. Elle retournait à la grange chaque matin, parfois avec du café, parfois avec des mains tremblantes et une douleur à la poitrine qui refusait de partir. Plus elle lisait le cahier, plus elle commençait à comprendre l'homme qu'elle avait épousé, et la profondeur de son chagrin silencieux. Ces mots n'étaient pas répétés ni poétiques. Ils étaient simples, constants, pleins de désir. Pas une seule fois il ne la blâma pour la vie qu'ils ne pouvaient construire ensemble. Il ne se blâma même jamais lui-même. Au lieu de cela,
il utilisa le journal comme un moyen de parler à quelqu'un qui n'avait jamais existé, mais qui était aimé tout de même. Elle lut des passages sur la façon dont il avait choisi le design du berceau, voulant quelque chose de robuste mais au bord doux car il imaginait que leur enfant mordirait les barreaux. Sur les nuits où il se faufilait dehors pendant qu'elle dormait pour travailler sur les dessins qu'il punaisait sur les murs, prétendant qu'ils avaient été faits par de petites mains et non les siennes. Sur l'ours qu'il avait sauvé d'un bac de friperie, les livres d'images qu'il avait achetés en secret, la courte pointe qu'il avait essayé de coudre lui-même avant d'abandonner et d'en commander une en ligne. Une page se démarquait plus que toute autre. Elle était écrite d'une main tremblante, les traits de stylo faibles et irréguliers. Tu ne me connaîtras pas, pas vraiment. Mais je te connaissais, chaque parcelle de toi, même si je n'ai jamais vu ton visage. Je connaissais ton rire. Je l'entendais dans le vent. Je connaissais la sensation de ta main parce que parfois, je t'imaginais agripper mon doigt tandis que je te portais à travers la cour. Je connaissais le poids de ton sommeil contre ma poitrine, même si ce poids n'était fait que de mémoire et d'air. Tu étais mien, même si ce n'était qu'ici. Et je suis désolé. Tellement désolé de ne pas avoir pu te rendre réel. Il n'y avait pas de signature, juste la date griffonnée presque illisiblement quelques semaines seulement avant que le cancer ne l'emporte. Lynette ferma le cahier avec une quiète révérence, comme si elle scellait une prière. Ses doigts s'attardèrent sur la couverture, et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas seule dans son chagrin. Il était partagé maintenant, porté dans chaque recoin de la grange, dans chaque jouet couvert de poussière et chaque dessin au crayon. Jonathan n'avait pas seulement trouvé refuge dans cet endroit. Il avait survécu ici, avait construit quelque chose de durable à partir du vide qu'ils avaient tous deux porté en silence. Des souvenirs commencèrent à se tisser dans son esprit. Des moments qui avaient autrefois semblé petits et insignifiants, mais qui scintillaient maintenant d'un sens nouveau. Elle se souvint de la première fois qu'il avait rapporté à la maison une grande boîte en carton simple sans explication. Elle avait demandé ce que c'était, et il avait souri d'un sourire fatigué en disant « juste quelque chose pour le garage ». Elle se souvint à quel point, tard dans la nuit, il restait allongé à côté d'elle, les yeux ouverts, immobile, respirant lentement, comme s'il retenait une tempête. Elle se souvint comment il avait regardé les enfants au parc, non pas avec envie ou amertume, mais avec une douleur tranquille, ses yeux doux et illisibles. Depuis le début, il avait construit un monde pour l'enfant qu'il ne pourrait jamais avoir. Non pas pour remplacer cet enfant, ni pour nier leur réalité, mais pour en conserver un morceau d'une manière qui ne le noirait pas. Elle avait pleuré en silence, et lui aussi, mais dans des langues complètement différentes. Son chagrin à elle était intérieur, pressé sous les routines de la vie quotidienne. Le sien était devenu cette pièce. Elle retournait à la grange chaque après-midi, parfois juste pour s'y asseoir. Il n'y avait pas de fantôme là, pas de murmure dans les coins, seulement le doux vrombissement du vent à travers les planches et l'odeur de pain, de papier et de temps. Elle épousseta la bibliothèque, réarrangea les animaux en peluche, redressa le mobile quand il penchait. Elle traita l'espace non pas comme un musée de la douleur, mais comme une mémoire vivante, d'espoir, d'amour, du rêve inexprimé de Jonathan. Un après-midi, alors qu'elle balayait le sol, elle trouva un second cahier caché derrière le berceau, plus fin que le premier. Il ne contenait que quelques entrées, mais elle frappait plus profondément que les autres. Jonathan y avait commencé à lui écrire. Je ne sais pas si tu trouveras ça un jour ni si tu comprendras, mais je t'ai toujours aimé plus que je ne pouvais le dire. Je ne t'ai pas parlé de cet endroit parce que je voulais t'épargner. Je ne voulais pas voir ce regard dans tes yeux, celui que tu portes quand tu penses avoir échoué. Tu n'as pas échoué. Rien de tout cela n'était de ta faute. J'ai construit cette pièce pour moi, pour nous, pour ce qui aurait pu être. Si tu lis ceci, alors je suis parti, et je suis désolé pour les choses que je n'ai pas dites. Lynette lut l'entrée lentement, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, brouillant les mots jusqu'à ce qu'ils nagent dans des vagues d'encre. Elle tint le cahier contre sa poitrine, son cœur souffrant d'un étrange mélange inattendu de chagrin et de paix. Il l'avait aimée, non seulement de la manière qu'il avait montrée par ses actes et sa constance, mais de manière qu'il avait enfouie si profondément que ce n'est que maintenant, en son absence, qu'elles avaient été déterrées. Elle commença à apporter ses propres souvenirs dans l'espace. Du grenier, elle récupéra une boîte poussiéreuse d'objets de son enfance, une poupée décolorée, une bague en plastique d'une boîte de céréales, une photo de son père la tenant pour qu'elle touche les branches d'un arbre. Elle les plaça doucement parmi les objets de Jonathan, côte à côte. Ce n'était plus seulement son rêve. Cela devenait quelque chose de partagé. Les voisins commencèrent à remarquer un changement.
Madame Fanton, qui vivait 3 maisons plus loin, agitait la main avec un sourire plus éclatant lorsque Linette passait. La bibliothécaire de la succursale de la ville lui demanda si elle était intéressée à aider pour la nouvelle heure du conte pour enfants. Même la caissière de l'épicerie commenta qu'elle semblait plus elle-même. Ce n'était pas de la joie qu'il voyait. Pas exactement. C'était une présence. Linette était revenue d'où le chagrin l'avait emportée. Pas entière, pas encore, mais en train de se réparer. Chaque soir, elle retournait à la grange pour écrire. Elle reprit là où Jonathan s'était arrêté, utilisant les mêmes cahiers, la même écriture soignée. Elle écrivit à l'enfant qu'il n'avait jamais eu, raconta des histoires sur la vie qu'ils auraient pu vivre, décrivit les jours tels qu'ils étaient maintenant, calmes, guérisseurs, pleins de doux échos. Parfois, ses entrées étaient longues et sinueuses, d'autres jours juste une seule ligne, « Tu me manques. Je vais bien. Je te vois dans le vent. » C'est dans ce même esprit qu'elle commença à considérer de nouveau le monde en dehors de leur maison, non pas avec appréhension, mais avec un désir tranquille. L'idée vint lentement, se formant comme de la condensation sur une vitre. Peut-être qu'il y avait d'autres enfants là-bas, pas les siens par le sang, mais ayant besoin de ce que Jonathan avait essayé de donner. Non pas pour combler le vide laissé, mais pour honorer le rêve qui avait jadis vécu en secret. Elle commença à faire des recherches sur les programmes d'accueil familiaux locaux, se renseignant sur les opportunités de bénévolat dans les foyers de groupe. Elle n'était pas prête à prendre une décision, pas encore. Mais elle était prête à y penser. Et c'était un début. La grange, autrefois un lieu de solitude et de secret, était devenue un sanctuaire. Elle accrocha de doux rideaux aux fenêtres, laissa entrer plus de lumière. Elle remplaça l'ampoule clignotante par une lampe plus chaude. Elle commença à lire à voix haute des livres d'images sur l'étagère, non pas parce que quelqu'un était là pour écouter, mais parce que cela lui semblait juste. Parce que le son, doux et aimant, appartenait à cet espace. Maintenant, Jonathan n'avait pas été un père au sens traditionnel, mais il avait aimé comme tel, avait espéré comme tel, avait pleuré comme tel, et dans ses pages, dans ses étoiles sculptées à la main et ses dessins griffonnés, il était devenu un père. C'était la vérité que Linette portait avec elle maintenant. Non pas la tragédie de ce qu'ils avaient perdu, mais le triomphe silencieux de l'amour qu'ils avaient réussi à maintenir en vie, même quand la vie avait dit non. Elle sortit de la grange un soir, l'air frais sur sa peau, la dernière lumière dorée s'étirant longuement à travers le champ. Derrière elle, le vent faisait bruisser doucement le mobile. Devant, le monde attendait. Les jours s'allongèrent à mesure que le printemps cédait la place à l'été. La lumière du soleil s'attardait après le dîner, projetant de chaudes teintes ambrées sur les champs et filtrant à travers les rideaux vaporeux que Linette avait accrochés aux fenêtres de la grange. La maison restait silencieuse, mais le silence ne semblait plus lourd. Ce n'était plus une absence, plus l'écho de quelque chose de perdu. Au lieu de cela, il s'était adouci en quelque chose de calme, de rêveur, comme le silence à l'intérieur d'une chapelle, ou le silence qui suit le rire lorsque le cœur est plein et apaisé. Chaque matin commençait de la même manière maintenant. Linette se levait avant que la chaleur ne s'installe, préparait son café et marchait pieds nus à travers l'herbe jusqu'à la grange. Parfois, elle apportait un nouveau cahier. Parfois l'ancien, portant toujours l'écriture de Jonathan, sa couverture douce au toucher de ses doigts. Elle s'asseyait dans le fauteuil à bascule qu'elle avait placé près du berceau, une vieille chaise en bois qu'elle avait sortie du rangement et poncée, son grincement étant désormais un rythme familier, et elle écrivait. Elle écrivait à Jonathan, à l'enfant qui n'avait jamais été, à elle-même. Elle écrivait des souvenirs et des rêves, de nouvelles pensées et de tranquilles révélations. Certains jours, ses entrées étaient longues et sinueuses, d'autres jours juste une seule ligne, « Tu me manques. Je vais bien. Je te vois dans le vent. » Elle ne pleurait plus en entrant dans la grange. Le chagrin, toujours présent, s'était tissé dans ses rituels quotidiens, un courant sous-jacent constant qui ne la submergeait plus. L'espace s'était transformé, non seulement en apparence, mais en signification. Il était devenu un sanctuaire, non seulement de ce qui avait été perdu, mais de ce qui pouvait encore être. La communauté, jadis un flot en dehors de sa fenêtre, commença à la ramener à elle-même. Cela commença petit. Au marché des fermiers, une mère avec 2 tout petits demanda si Linette pouvait l'aider à tenir son bébé pendant qu'elle gérait un chariot de produits. Linette dit oui, presque sans y penser. Et tandis qu'un petit poids se posait dans ses bras, elle sentit le remous de quelque chose de calme et de puissant sous ses côtes, non pas de la douleur, mais de la préparation. À la bibliothèque, la directrice lui demanda si elle serait prête à animer une heure du conte pour enfants pendant l'été.
La dernière bénévole était partie, et le programme avait besoin de quelqu'un de chaleureux, de stable. Lynette hésita un instant seulement avant d'accepter. Elle passa des heures à se préparer, sélectionnant des livres qui avaient jadis rempli la nurserie improvisée de Jonathan, des livres qu'il avait amoureusement choisis dans l'espoir d'une histoire du soir qui ne viendrait jamais. La première séance fut angoissante. Sa voix trembla légèrement pendant qu'elle lisait, mais les enfants écoutèrent avec des yeux écarquillés et des visages ouverts. Leurs rires remplirent la petite pièce, brillants et purs, et pour la première fois depuis des années, Lynette rit avec eux. Non pas le sourire poli et forcé qu'elle avait arboré dans les allées des supermarchés et les bancs d'église, mais un rire réel, spontané, qui la laissa essouffler et retenant ses larmes. Elle commença à faire du bénévolat à l'agence d'accueil locale le week-end. Cela commença par l'organisation des dons et le nettoyage des salles de jeu, mais avant longtemps, elle était assise avec les enfants pendant les heures de visite, leur lisant des histoires, les aidant avec leurs devoirs. Certains d'entre eux étaient calmes et réservés, d'autres sauvages et sans filtre. Tous étaient affamés de quelque chose, attention, sécurité, compréhension. Lynette donna ce qu'elle put, et en retour, ils lui donnèrent des moments de connexion, de grâce inattendue. L'idée d'adopter un enfant elle-même vivait encore loin, comme une montagne à l'horizon, visible, possible, mais pas encore à portée. Elle ne se précipitait pas vers cela. Elle n'essayait pas de combler le vide que Jonathan avait laissé. Cet espace lui appartenait et le ferait toujours. Mais l'amour qu'il lui avait laissé, cet amour tranquille, durable, en forme de rêve, était trop grand pour être contenu. Il avait besoin d'aller quelque part. Un après-midi, en nettoyant la grange, Lynette tomba sur une petite boîte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle était glissée sous une étagère, cachée derrière une pile de couvertures. À l'intérieur se trouvaient des petits bouts de papier pliés, des dizaines, chacun marqué d'un nom d'enfant imaginé. Certains étaient courants Emma, Jacques, Lily et d'autres inhabituels, fantaisistes, clairement nés de l'espoir et de la fantaisie et si près, Allo, Orion. Au dos de chaque bout de papier, Jonathan avait écrit des traits de caractère, rire puissant, aime les étoiles, curieux, et courageux. C'était comme s'il avait imaginé 1000 versions de l'enfant qu'il ne rencontrerait jamais, donnant à chacun un nom, une personnalité, une vie. Lynette étala les petits papiers sur le tapis, caressant chacun du bout des doigts, avec une tendresse presque sacrée. Les larmes lui montèrent aux yeux, non pas de douleur, mais devant la pure beauté de ce moment, devant l'immensité d'espace qu'un cœur pouvait offrir. Elle rassembla les fragments dans un bocal en verre, qu'elle plaça sur l'étagère, juste à côté des livres, un hommage discret, une constellation silencieuse dédiée à ces enfants qu'ils n'avaient jamais rencontrés, mais qui avaient pourtant existé pour eux, pleinement, dans leur cœur. Ce soir-là, elle rentra chez elle alors que le soleil descendait lentement, inondant la prairie de longs rayons dorés. Arrivée aux marches du porche, elle s'arrêta et regarda vers la grange. La porte était entr'ouverte, laissant échapper un filet de lumière chaude. Elle ne ressemblait plus à une relique oubliée, elle respirait à présent comme un lieu vivant, habité, empli d'histoires à venir. Dans la cuisine, elle prépara une tasse de thé, l'odeur douce de la camomille s'élevant dans l'air immobile. Sur la table reposait la dernière lettre de l'agence d'accueil, ils organisaient une sortie d'été pour les enfants et cherchaient des bénévoles. Un pique-nique au bord de la rivière, des jeux, un déjeuner sous les arbres. Elle posa doucement la main sur le papier, puis saisit un stylo et écrivit son nom sur le formulaire d'inscription. Cette nuit-là, le sommeil vint aisément. Dans ses rêves, Jonathan apparut, non pas tel qu'il avait été dans ses derniers jours, fragile et pâle, mais comme au commencement, fort, solide, le regard habité d'une malice tranquille. Il se tenait à ses côtés dans la grange, une main sur le berceau, l'autre serrant la sienne. Il ne disait rien, mais ses gestes parlaient pour lui, dans la caresse lente de son pouce sur le dos de sa main, elle ressentait tout ce qu'il voulait dire. À son réveil, la chaleur de ce contact persistait. Une semaine plus tard, un théâtre de marionnettes itinérant s'installa sur la place du village. Autrefois, elle et Jonathan se seraient peut-être arrêtés en passant, juste assez longtemps pour écouter avant de reprendre leur promenade. Cette fois, elle alla délibérément vers la foule et s'assit dans l'herbe, au milieu des familles et des enfants. Les marionnettes virevoltaient, culbutaient sur la petite scène, sous les rires et les cris joyeux qui éclataient tout autour. Puis, comme attiré par un fil invisible, un petit garçon aux pieds nus et aux cheveux ébouriffés se détacha de son groupe et grimpa sur ses genoux sans un mot. Il s'adossa contre elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Lynette ne bougea pas. Elle l'enveloppa simplement de ses bras et continua à regarder le spectacle. À cet instant, quelque chose changea en elle.
pas de manière brusque ni spectaculaire, mais comme une porte longtemps verrouillée qui s'entr'ouvre, laissant passer un souffle nouveau. Elle ignorait qui était cet enfant, et n'avait pas besoin de le savoir. Ce qu'elle ressentait n'était ni un remplacement, ni une réparation. C'était une présence. C'était une lumière. Quand le spectacle prit fin, l'enfant rejoignit son groupe sans se retourner. Lynette resta encore longtemps assise dans l'herbe, les mains tranquilles sur ses genoux, les yeux fixés sur la scène tandis que les marionnettistes rangeaient leur univers miniature. Le soir venu, elle retourna à la grange, sous un ciel qui se teintait de violet. Elle alluma la petite lampe près du berceau, s'installa dans son fauteuil à bascule et ouvrit son cahier. La page, blanche, l'attendait. Elle posa la pointe du stylo et écrivit. « Tu n'as jamais vécu dans cette maison, pas comme nous l'avions rêvé, mais tu as vécu en lui. Et maintenant, tu vis en moi. Tu as été aimé. Tu es aimé. Cela te rend réel. » Elle marqua une pause, laissant l'encre sécher, puis poursuivit. « Nous sommes toujours là, et le monde est toujours plein de lumière. » La grange demeura silencieuse. Une à une, les étoiles s'allumèrent dans le ciel. Et la nuit l'enveloppa doucement, comme une promesse tenue.